proposons pour que le législateur s'assume et mette notre pays au diapason de la législation moderne. Qu'est-ce l'enrichissement illicite? Comment est-il défini? Plusieurs approches de définition de l'enrichissement illicite ont été prononcées et il y a un point de jonction. L'enrichissement illicite se trouve être comprise comme une augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par ses revenus légitimes. Sous réserve de cela, de ce qui vient d'être dit, dans son expression la plus élémentaire, l'acte d'enrichissement illicite peut être globalement défini comme le fait de disposer d'un patrimoine dont le niveau n'est pas justifié par rapport à des revenus légitimes. Parmi les sources légitimes, on peut citer par exemple les salaires, les profits tirés des activités économiques, les profits tirés des activités économiques régulières, les versements des retraites, les héritages légalement établis ou encore divers dons et libéralités effectués dans le respect des règles fiscales et de transparence. Ceci pour rappeler que même un cadeau peut être soumis à un contrôle dès lors qu'il ne respecte pas les règles habituellement admises, fiscales et de transparence. Dans la législation actuelle de notre pays, le code pénal congolais, tel que modifié à ce jour, définit l'enrichissement illicite comme étant l'augmentation substantielle des biens d'un agent public ou de toute autre personne que celui-ci ou celle-ci ne peut raisonnablement justifier au regard de ses revenus légitimes. Quel serait alors le caractère distinct de l'enrichissement illicite par rapport aux autres infractions? Nous avons cité corruption, détournement de deniers et concussion. L'enrichissement illicite se distingue par son objet et sa preuve particulière et son caractère autonome par rapport à d'autres infractions. Il repose sur l'accroissement injustifié du patrimoine d'un agent public ou privé que celui-ci ne peut expliquer par ses revenus légitimes, tandis que pour les autres infractions telles que la corruption, le détournement des deniers, ainsi que la concussion, les fondements reposent sur un acte matériel précis. Posons-nous alors la question de savoir d'où l'enrichissement illicite tire ses origines. L'enrichissement illicite tire ses origines tant des sources internes que des sources internationales. Parlant des sources internationales, au niveau mondial, il existe la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Cette convention a été adoptée à Maputo en 2003 et a été ratifiée par notre pays la même année, en date du 8 juillet. Il y a aussi le protocole de la SADC contre la corruption ainsi que la convention de la CEAC, la Communauté des États de l'Afrique centrale, sur la prévention et la lutte contre la corruption. C'est dire que ce soit à l'interne ou sur le plan international, beaucoup de pays réfléchissent, le nôtre y compris, sur le moyen de définir comme il se doit l'enrichissement illicite et surtout sur la répression que mérite ce fléau. Sur le plan interne, il y a la Constitution, il y a le Code pénal, il y a les lois et les règlements, mais tout cela nous amène à ce constat seul: les insuffisances de la répression en droit congolais. En effet, vous aurez constaté qu'il n'existe pas présentement dans les droits congolais une infraction autonome dénommée enrichissement illicite. L'enrichissement illicite est plutôt cité
comme un fait constitutif de l'infraction de corruption. Mais l'infraction de corruption, pour qu'elle soit établie, demande le constat d'un élément matériel précis. Voilà pourquoi notre réflexion, parce qu'il faut aller creuser dans la plaie. Il faut aller plus loin, creuser la racine, parce que si on veut guérir une plaie, il ne faut pas se contenter de soigner la surface, mais il faut aller à l'intérieur. Et cet intérieur, c'est l'enrichissement illicite, qui est une preuve de manifestation, soit d'un détournement de deniers publics, soit de la corruption, soit de la concussion. Et c'est là où nous allons livrer au législateur certaines pistes pouvant lui permettre de légiférer en toute objectivité et de manière impersonnelle. Il est dès lors à se dire, parce qu'il faut aller creuser à la source, que l'éradication de ces fléaux d'enrichissement illicite mérite un dispositif répressif assez costaud. Alors, quelle est la nécessité de renforcer justement les dispositifs répressifs contre l'enrichissement illicite? Pour le renforcer, il est opportun d'ériger l'enrichissement illicite en infraction autonome, ce qui implique une réforme du droit pénal congolais. Comment pourrions-nous justifier que l'enrichissement illicite demeure ou puisse devenir une infraction autonome bien séparée de celle dont nous avons parlé tout à l'heure? Ériger l'enrichissement illicite en infraction autonome permettrait de sanctionner toute disproportion injustifiée entre les patrimoines d'un agent public, toute disproportion injustifiée entre les patrimoines d'un agent public ou un particulier et ses revenus légaux, sans devoir démontrer l'acte de corruption, de détournement ou de concussion qui a généré cette richesse. Cela comblera le vide juridique et assurera la conformité de la République démocratique du Congo aux instruments juridiques internationaux régulièrement ratifiés. Il en découle des avantages ci-après. L'allègement de la charge de la preuve, la dissuasion et la restauration de la confiance publique. S'agissant de l'allègement de la charge de la preuve, contrairement à toutes les infractions où les ministères publics assurent comme organe accusateur de démontrer, d'apporter la preuve des faits qu'il soutient, il sera ici contraire aux dispositions habituellement admises. En effet, il incombera, dans les cas d'enrichissement illicite, celui qui est accusé, qui est amené devant la barre pour enrichissement illicite, de prouver l'origine licite des biens qu'il a acquis. L'incrimination autonome de l'enrichissement illicite allégera la tâche donc au ministère public ou l'organe de la loi, qui se limitera à établir que l'agent public dispose d'un patrimoine disproportionné à ses revenus légaux, connus et qu'il n'existe aucune justification apparente de cette situation. Les droits de la défense devront absolument être protégés en donnant à celui qui est incriminé d'enrichissement illicite les moyens de pouvoir produire, soit au magistrat en phase préjudicielle, soit devant les juges, les preuves de la légalité des moyens qui disposent. L'inversion de la charge, vous l'aurez constaté, des preuves n'est cependant pas absolue. Elle doit être entourée des garanties indispensables, car comme nous l'avons dit si haut, un enrichissement peut avoir une origine licite. C'est là où il est question d'instaurer dans cette infraction un arsenal juridique de prévention et de répression contre la corruption, le détournement et ainsi que la concussion. Il s'agit là d'un signal fort, d'un message clair pour dire l'État devra disposer de nouveaux outils dans la lutte contre la corruption. En ciblant directement le résultat de la corruption qui se trouve être l'enrichissement illicite, cette loi simplifiera la preuve, agira comme un puissant outil de dissuasion et par son application restaurera la confiance des citoyens en leurs institutions. L'existence d'une loi contre l'enrichissement illicite et son application devra aider à regagner la confiance et à renforcer les sentiments d'une justice équitable. Quelles sont donc les propositions que nous voulons apporter
dans les réformes ces propositions qui peuvent être mises à la disposition du législateur pour que l'infraction d'enrichissement illicite figure désormais dans le Sénat juridique congolais. S'agissant des réformes à mettre en place dans le droit pénal congolais, les réflexions devraient tourner autour de l'élaboration d'une loi relative à la répression d'enrichissement illicite comme infraction autonome, de la spécialisation des magistrats sur la matière, de la mise en place des mécanismes de suivi du patrimoine, ainsi que de la protection la plus large possible des lanceurs d'alerte. Ça fait 4 points. Le premier, l'élaboration d'une loi relative à la répression de l'enrichissement illicite. Naturellement, il existe en droit un principe appelé il est dit nulla poena sine lege, le principe de la légalité des délits et des peines qui exige qu'aucun acte ne puisse être pénalement sanctionné sans une disposition légale préalable, présentée avec une précision suffisante. Le code pénal actuel mélange la corruption avec l'enrichissement illicite, ce qui n'est pas agréable. De lege ferenda, quant au législateur, devant les difficultés d'établissement de la preuve de la corruption auxquelles se heurtent souvent les ministères publics, ainsi que les cours et tribunaux, il faudrait donc réfléchir dans un vaste débat sur le fait, faute de pouvoir dénicher la corruption, sanctionner son aboutissement, qui est l'enrichissement illicite. Cette infraction pour laquelle il est impérieux d'élaborer une loi spéciale relative à sa répression sera constituée de manière autonome également. Cette loi comprendrait aussi, notamment, un mécanisme plus efficace de recouvrement des avoirs obtenus illégalement, la qualité exacte de l'auteur, le mécanisme de suivi des patrimoines ainsi que la protection des lanceurs d'alerte. Elle devrait aussi déterminer les critères d'appréciation d'un enrichissement illicite. Il s'agira en outre de viser les personnes dans l'impossibilité d'apporter la preuve de l'origine illicite de leur richesse qui leur permet de mener un train de vie ou de posséder un patrimoine sans rapport avec les revenus dont elles disposent. L'infraction ne pourra-t-elle concerner que les agents publics ou toute personne? Dans une première réflexion, oui. Oui, en disant qu'elle devrait d'abord concerner les agents publics et dans une autre mesure, elle devra intéresser tout le monde, même un particulier. À ces propos, le professeur Manassi fait remarquer que la présomption d'enrichissement illicite dans le chef d'un particulier non employé conduira à demander à un commerçant de justifier raisonnablement comment il est devenu millionnaire, comment il est passé de millionnaire à milliardaire, de milliardaire à multimilliardaire, ce qui peut conduire à une tracasserie policière, voire à des abus de droit de la part des personnes chargées des enquêtes, avec comme conséquence la fuite des capitaux et la détérioration du tissu économique due à la réduction des investissements. Une arnaque qui dégénérerait et entraînerait un climat malsain des affaires, ce qui est tout à fait correct. Les arnaques policières ou judiciaires. Voilà pourquoi le législateur est invité à canaliser les éléments qui constitueraient cette infraction autonome que nous appellerons l'infraction d'enrichissement illicite. Devant ces deux hypothèses, il appartiendra au législateur de lever l'option. Par ailleurs, l'enrichissement illicite étant la cause, la manifestation et la conséquence des infractions de corruption ou de détournement de les peines complémentaires appliquées à la corruption et au détournement, principalement, à savoir l'exclusion de la fonction publique, l'interdiction au mandat public et la privation à la condamnation ou à la libération conditionnelle devraient aussi être prévues pour les cas d'un condamné pour enrichissement illicite. Nous avions tout à l'heure parlé, compte tenu de la technicité de la cause, qu'il fallait des magistrats spécialisés dans le domaine. En effet, il y a des transactions qui se font au nom de l'État.
Il y a l'attribution des marchés publics par des soumissions irrégulières ou à des conditions anormales. Il y a la vente de biens de l'État, la liquidation des sociétés d'économie mixte, des entreprises et des établissements publics, les opérations de la chaîne de dépenses publiques qui donnent souvent lieu à des actes d'enrichissement illicite. Mais si les magistrats ne disposent pas des bagages suffisants pour pouvoir connaître le tenant et les aboutissants de la procédure, voilà pourquoi nous tenons à ce que pour ces genres d'infractions, qu'un corps de magistrats spécialisé puisse être mis sur place. C'est pour nous aussi l'occasion de soutenir la venue des parquets financiers. Il suffira de donner les contours pour donner à ces parquets toute la puissance qu'ils devraient avoir. Mais il s'agira de mettre en leur sein des magistrats spécialisés qui auront eu des connaissances suffisantes pour pouvoir aller à la recherche et à l'aboutissement des éléments constitutifs de l'infraction d'enrichissement illicite. C'est ainsi que Maître Mbaye rappelle que l'enrichissement illicite étant par essence un délit financier, le droit pénal ne peut le traiter en ignorant les règles de la finance, de la fiscalité, de la fiducie, de la comptabilité, des techniques bancaires, car l'appréciation de cette infraction requiert, de la part des praticiens du droit, des connaissances solides dans les matières de droit précitées, évidemment aussi l'assistance des professionnels dans les autres matières détachées du droit pur. Nous avons parlé tout à l'heure des lanceurs d'alerte, qui sont des dénonciateurs. À longueur de journée, et je dis au début, on ne cesse de crier ces immeubles qui naissent, ces véhicules grand luxe qui circulent dans la ville, et les gens se demandent si ces acquisitions ont une origine licite. Et nous avons bien dit qu'il existe bien des sources licites que nous avons citées tout au début. Mais il faut qu'il y ait l'existence des moyens fiables de détection qui est un préalable à la sanction de l'enrichissement sans cause. Et c'est là où se trouve tout le problème. Pour ne pas réciter Manassi, qui a parlé d'arnaque qui pourrait subvenir à l'occasion de la dénonciation. Voilà pourquoi nous avons suggéré que le lanceur d'alerte, que les dénonciateurs puissent bénéficier d'une protection. Et là, il s'agira des dénonciateurs, des lanceurs d'alerte de bonne foi. Et nous les connaissons à longueur de journée, ils sont sur les réseaux sociaux, ceux qui, juste pour saluer une réputation, s'évertuent à écrire n'importe quoi. Ici, nous parlons bien des lanceurs d'alerte de bonne foi. La lutte contre l'enrichissement illicite ne peut se limiter au dispositif de contrôle formel. Elle suppose également l'existence d'un environnement favorable à la dénonciation des faits d'enrichissement illicite. Or, le silence des témoins et des agents publics s'explique souvent par la crainte des représailles administratives, judiciaires et physiques en l'absence d'un cadre légal plus protecteur. Déjà, dans notre législation, l'article 149 du Code pénal dispose qu'aucune poursuite pour dénonciation calomnieuse ne peut être engagée contre un témoin, un expert ou une victime qui, de bonne foi, a transmis des informations ou déposé contre des actes de trafic d'influence ou de corruption devant l'autorité judiciaire compétente dans le cadre d'une procédure judiciaire ou devant la commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Honorables Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, parce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, tant il est vrai qu'il vaut mieux obéir aux lois qu'aux hommes. L'amour de la justice n'est en la plupart des hommes que la crainte de souffrir l'injustice, a dit François de la Rochefoucauld. Il n'existe donc, disais-je, à ce jour dans notre législation, aucune infraction autonome dénommée enrichissement illicite. De même, il n'existe pas de définition universellement admise de l'enrichissement
illicite. Mais tout au moins, toutes les définitions convergent en ce qu'il y a une inadéquation entre les patrimoines qu'on a ainsi que les moyens pour construire ce patrimoine. Dans la perspective de doter le pays d'une riposte juridique et judiciaire à la hauteur des dégâts socio-économiques que cause le phénomène sous examen, nous avons préconisé l'élaboration d'une loi particulière de lutte contre l'enrichissement illicite, comme il en existe déjà du reste dans certains pays. Platon n'a-t-il pas dit que la justice de l'intelligence et la sagesse, le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leurs mesures. Ainsi, la répression efficace de l'enrichissement illicite demeure un levier incontournable de la lutte pour l'assainissement demeure. Nous restons convaincus qu'avec la détermination et la foi dans le relèvement du défi de la riposte contre les antivaleurs, et aussi parce que nous y croyons, avec la bénédiction de la protection du Très-Haut, la République démocratique du Congo, notre pays, y parviendra. Que ce même Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et son président, aussi pour le président de la République. Nous requérons qu'il plaise à la Cour de cassation de déclarer qu'elle reprend ses travaux. Nous vous remercions. Merci, Monsieur le procureur général, pour votre mercurial. Et c'est le tour du Premier président de prendre la parole pour son discours. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents.